1984. Le mug de l'été. Sur la première. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy d'où j'étais parti et aux environs aussi à faire des petits métiers pour vivre du côté des Batignolles, paracomptable. Alors cette histoire, elle est peut-être pas racontable et pourtant nous allons le faire dans le mug. Ce matin, nous allons tenter de comprendre pourquoi le célèbre roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, ici interprété par Fabrice Lucchini en 1988, n'a jamais réussi à être adapté au cinéma. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Cette histoire, elle a débuté comme ça, comme dans cette version du Voyage lue par l'acteur Denis Podalides, avec ce livre, un livre intitulé Louis-Ferdinand Céline et le cinéma, Voyage au bout de l'écran, paru aux éditions Écriture. Ce livre, il a été écrit par Émile Bramy, qui est notre invité dans le mug ce matin. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Alors vous êtes écrivain, vous êtes un spécialiste de Céline, vous lui avez consacré plusieurs ouvrages. Comment est né celui-ci ? Eh bien, si vous voulez, je m'intéresse par ailleurs beaucoup au cinéma et plus particulièrement au cinéma des années 30-50. Et donc, l'interrogation allait de soi dans la mesure où la plupart des grands livres avec des bonheurs tout à fait divers ont été adaptés au cinéma. Je me suis interrogé de savoir pourquoi un livre aussi important que Voyage au bout de la nuit n'avait jamais été adapté, alors que a priori, ça n'est pas quelque chose d'infaisable. Alors, vous nous l'expliquez, depuis 1932, année de publication de Voyage au bout de la nuit, plusieurs grands cinéastes ont tenté de l'adapter au cinéma, ils se sont tous cassés les dents. Alors, vous dites, ce voyage n'a de cesse d'exciter l'imaginaire des producteurs, des acteurs et des réalisateurs. Mais qu'est-ce qu'il a de si excitant, d'après vous, ce voyage, outre le parfum de scandale qu'il a dégagé dès sa sortie ? Alors, c'est pas vraiment le parfum de scandale. C'est que, en fait, c'est un livre où il y a beaucoup d'images. Et donc, on peut imaginer, à la lecture de ce livre, que ces images soient transcrites au cinéma d'une manière relativement facile. Or, c'est juste une impression. Ça n'est pas du tout la réalité, parce qu'on sait que ce qui fait l'intérêt de Céline, ça n'est pas tant ce qu'il raconte que la manière dont il le raconte. Donc, si vous voulez, on peut penser, oui, c'est facile à faire, et en réalité, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une question de style, et il faudrait que le cinéaste qui s'attaque ou qui s'attaquerait à un Voyage au bout de la nuit développe un style cinématographique qui soit l'équivalent du style littéraire de Céline. Or, on sait que le style littéraire de Céline est un style tout à fait exceptionnel, tout à fait unique, et donc il faudrait que ce fameux réalisateur trouve lui aussi les moyens d'un style unique. Et c'est pour ça, je pense, que la plupart des cinéastes se sont cassés les dents. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'une adaptation, il s'agit d'une écriture cinématographique. Alors pourtant, vous citez pas mal de grands cinéastes qui ont du style. Le premier, en 1933, donc une année après la publication, c'est Abel Gans. Abel Gans, oui. Il a quand même fait Napoléon. Donc c'est un connaisseur de grandes fresques. Voyage au bout de la nuit, c'est une grande fresque qui s'étale sur plusieurs années avec plusieurs décors différents. Abel Gans n'y arrive pas, d'abord parce que c'est trop cher. Alors il n'y arrive pas parce que c'est trop cher, et puis il n'y arrive pas aussi parce que il faut dire une chose qui est réelle, c'est que Abel Gans, à partir de l'apparition du cinéma parlant, ne cesse de décliner. C'est-à-dire que le grand Abel Gans, c'est un cinéaste du muet. Et ensuite, il va faire une succession de films qui sont de moins en moins bons et qui sont de plus en plus des films alimentaires. Je cite d'ailleurs dans le livre une phrase où il dit qu'il a été obligé, pour survivre, de faire des films qui ne lui plaisaient pas du tout. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le grand Abel Gans qui va s'attaquer ou qui voudrait s'attaquer à Voyage au bout de la nuit. C'est un Abel Gans qui est déjà sur le déclin et qui a comme outil un cinéma qui ne lui convient pas du tout, qui ne lui convient pas vraiment.
Donc, je pense que si le livre était sorti 10 ans plus tôt, c'est-à-dire du temps du muet, il est tout à fait probable qu'Abel Gance y serait arrivé. Du temps du parlant, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, il faut ajouter aussi qu'à cette époque, l'arrivée du parlant impose d'innombrables contraintes. Par exemple, il est très difficile de déplacer la caméra parce qu'il faut que les micros soient le plus près possible de la caméra et de la chambre d'enregistrement, sinon les câbles chauffent. Donc c'est très très difficile de donner du mouvement au cinéma à l'époque. Ce sont pour l'essentiel des films qui sont du théâtre filmé. Or, Abel Gance, quand on voit ces grands films du muet, c'est un cinéaste du mouvement. Et ce mouvement lui est interdit en 1932. Voilà, si vous voulez, c'est pas tant pour des raisons d'argent que pour des raisons techniques que Gance n'arrivera pas à faire le film. Et puis surtout, le grand problème de Voyage au bout de la nuit, c'est le scénario. Personne n'a écrit un scénario de Voyage au bout de la nuit. Le seul scénario connu, c'est un scénario qu'on a proposé à Gance. Et ce scénario, je donne in extenso dans le livre tout ce qui a été écrit, c'est vraiment une mauvaise paraphrase du livre. C'est-à-dire que c'est un scénario qui n'arrive pas à se dégager du livre, qui n'arrive pas à créer une écriture qui soit proprement cinématographique. Alors d'autres grands réalisateurs vont s'y coller. Vous citez Julien Duvivier, vous citez Claude Autant-Lara, mais aussi Claude Berry, Roger Vadim, André Téchiné, Jean-Luc Godard, Louis Malle. Là, on passe les années, effectivement, et on arrive à cette version qui aurait pu être intéressante parce que là, il y a du style dans le dialogue, c'est Michel Audiard. Michel Audiard qui arrive à convaincre Federico Fellini, aussi un spécialiste des grandes œuvres épiques, Jean-Paul Belmondo pour jouer le premier rôle, et nous sommes en 1964. Alors, ça ne se fait pas pour une raison bien simple, c'est que le producteur demande à Audiard d'écrire une adaptation. Audiard va aller en province, se mettre à essayer d'écrire, et il n'y arrive pas. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a eu d'innombrables velléités, mais que la plupart de ces projets sont restés à l'état de velléité, et même Audiard, avec la distribution dont vous avez parlé, qui en plus est un grand argotier comme Céline, même Audiard n'y arrive pas. Et Dieu sait si Audiard était quelqu'un qui était passionné par Céline. Il y a plusieurs déclarations d'Audiard disant qu'il doit tout à Céline, que Céline est le plus grand écrivain de son époque. Et Audiard, qui aurait été en quelque sorte l'héritier célinien, celui qui aurait pu écrire, eh ben, il n'y arrive pas non plus. Donc si vous voulez, c'est vraiment, me semble-t-il, un problème d'écriture. Ouais. C'est-à-dire que personne ne s'est collé de façon sérieuse à l'écriture d'une adaptation, puis d'un scénario de Voyage au bout de la nuit. Ouais. Audiard ira même jusqu'à convaincre Sergio Leone de participer à cette grande aventure, et Sergio Leone dira « Voyage au bout de la nuit est un livre trop parfait pour l'adapter au cinéma ». Il dira aussi autre chose. Lorsqu'il réalise « Il était une fois l'Amérique », il dira « J'ai réalisé « Il était une fois l'Amérique », je n'ai plus besoin de faire « Voyage au bout de la nuit ». Il me semble, moi, que Voyage au bout de la nuit, pour tous les cinéastes qui ont voulu le mettre à l'écran, devient non pas un véritable projet, mais une source d'inspiration. C'est-à-dire que ça les aide à créer d'autres choses. Et Tardy a une théorie, le dessinateur Tardy a une théorie que moi je trouve excellente. Il dit, à l'époque, chacun des réalisateurs a fait une ou deux scènes dans un de ses films qui auraient pu être dans Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, Voyage au bout de la nuit s'est fait dans une succession de scènes disséminées dans le cinéma de l'époque. Donc ça a été une source d'inspiration, mais le film lui-même ne s'est jamais fait. Alors on le comprend, hein, il faut du style, il faut une écriture, et vous dites, et j'aime bien cette phrase, vous dites dans votre livre, Voyage au bout de la nuit n'a pas été adapté parce que le roman est traité avec beaucoup trop de respect. Oui, oui. Si vous voulez, une adaptation au cinéma, c'est par définition une trahison. C'est-à-dire que si on fait justement un pléonasme du livre, ça n'a aucun intérêt. Il faut amener au livre qu'on adapte, il faut amener quelque chose qui soit de l'ordre du cinéma. Voilà. Or, ça aurait pu être fait par Abel Gance, parce qu'à l'époque où Abel Gance se colle au projet, ça n'est pas encore le grand livre que ça va devenir dans l'esprit des gens. C'est tout simplement un bon livre à succès.
Donc là, il n'y avait pas cette révérence qu'on a aujourd'hui pour ce qui est considéré comme un chef-d'œuvre littéraire. Et aujourd'hui, c'est très très difficile de s'attaquer à ça. Je dis aussi dans le livre que la seule solution pour faire, à mon avis, Voyage au bout de la nuit, il faut que ce soit une confrontation esthétique contre esthétique. C'est-à-dire l'esthétique de Céline contre l'esthétique de l'éventuel réalisateur. Et ça passe forcément par la trahison du texte. C'est-à-dire il faut une adaptation. Et puis c'est aussi un texte très dense avec de multiples histoires. Il nous emmène à travers des décennies, Louis-Ferdinand Céline, à travers ce voyage au bout de la nuit. Est-ce que l'on pourrait imaginer, et vous nous le proposez dans votre livre, une série? Est-ce qu'aujourd'hui la série serait peut-être pas idéale pour adapter ce genre de livre? Alors ça me semble effectivement aujourd'hui de très loin la meilleure des solutions. Alors il faut savoir que Voyage au bout de la nuit, c'est 4 parties qui sont reliées entre elles d'une manière tout à fait artificielle. Donc vous avez une première partie qui est la guerre, vous avez la seconde partie qui est l'Afrique, la troisième partie qui est l'Amérique et enfin la banlieue. Et ça s'étale sur une durée qui est de l'ordre d'une... ça commence en 1914 et, si vous voulez, ça se finit en 25-26. Donc sur un laps de temps d'une dizaine d'années. Et effectivement, on pourrait imaginer une série en 4 parties, la guerre, l'Afrique, l'Amérique et enfin la banlieue. Puis en plus, si vous voulez, on pourrait avoir ce qu'on n'a pas au cinéma, le temps de la narration. Parce que lorsque Abel Gance veut le faire, c'est un film, comme souvent chez Abel Gance, qui va être très long, qui va durer 4h30, 5 heures. Là, on pourrait faire, par exemple, 4 parties, chacune en 2 épisodes de 52 minutes. Voilà. Et on arriverait à quelque chose, ça permettrait de développer les caractères secondaires, ça permettrait d'avoir toute l'histoire. Voilà. Et ça me semble effectivement aujourd'hui la meilleure des solutions. Alors ce qui est vraiment intéressant, et on le découvre dans votre livre, c'est que voilà, le cinéma s'intéresse à l'œuvre de Céline, le cinéma n'y arrive pas, et pourtant Céline aimait beaucoup le cinéma, il fréquentait les salles, enfin, et vous le dites, et j'aime aussi beaucoup cette phrase, il fréquentait surtout les actrices de cinéma, et, lors d'une conversation, lors d'une note, vous dites, vous retranscrivez cette note, Céline raconte « Allons draguer quelques figurantes au studio d'Épinay », et il choisissait les films en fonction des actrices qu'il voyait sur grand écran. Il avait beaucoup d'amies femmes dans le milieu du cinéma. Il a eu quelques maîtresses aussi. Et comme il connaissait effectivement, par exemple, des gens qui étaient dans le cinéma, des décorateurs, des choses comme ça, il avait l'habitude effectivement de se rendre aux studios, différents studios. On sait par exemple qu'il est allé sur au moins 2 tournages d'Abel Gance. Et enfin, une des raisons d'aller au studio, c'était aussi de draguer de jolies actrices, oui. Oui. Alors, il aime le cinéma et pourtant, il a quand même des mots aussi très durs envers ce cinéma qui est un média qui va attirer de plus en plus de monde et Céline se rend compte que les gens lisent de moins en moins et vont de plus en plus au cinéma. Il dira à un moment, et vous le citez, le cinéma bouffe tout, il restera ces livraisons pour débiles mentaux qui traînent par millions dans les gares. Il voit le cinéma comme à la fois un concurrent de la littérature. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va dire on ne peut plus aujourd'hui faire de description, tout ça est dans le cinéma. Donc il faut avoir un style qui soit un style rapide, jazzé, il disait. Et en même temps, si vous voulez, c'est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma parce que c'est une nouvelle forme d'expression et en même temps, il a l'impression que c'est une forme d'expression de masse. Donc, il y a pour lui, je dirais, pas du mépris, mais il y a un certain dédain du cinéma qui, pour lui, ne s'adresse pas vraiment, comme la littérature, à l'intelligence des gens. Vous voyez, c'est pour lui une forme, on va dire, d'expression mineure. Mais en même temps, cette forme d'expression mineure est en train de prendre toute la place, c'est-à-dire qu'elle se développe au détriment de la littérature. Donc, il a parfaitement conscience que désormais, il faudra faire avec le cinéma et peut-être, et c'est pour ça qu'il a longuement, de son vivant, cherché à faire adapter Voyage, donc il faut aussi se servir de ce média éventuellement comme promotion de la littérature. Alors vous concluez, il faut donc s'y résoudre, nous ne verrons jamais Voyage au bout de la nuit au cinéma, heureusement.
Pourquoi heureusement ? Parce que si on regarde les différentes adaptations de textes littéraires très importants, malheureusement, la plupart du temps, c'est une